en présence d'Élisabeth Geffroy, de Jean de Saint-Chéron et de Jean-Benoît Poul. La dynamique des baptêmes, on en parlait, on a commencé par là. Est-ce que cela signifiait ou pouvait signifier pour une Église catholique un peu surprise par le phénomène ? En écho, Jean de Saint-Chéron voulait justement conclure ce chapitre sur l'idée de savoir est-ce qu'il faut que la foi catholique soit désirable pour que ça fonctionne davantage, pour recruter davantage. Elisabeth Geffroy disait oui, il ne faut pas abandonner nos bonnes pratiques et les pratiques qui fonctionnent et après tout, ça ne dépend pas de nous. Qu'est-ce que vous dites ? Non, mais évidemment, Elisabeth disait, la question n'est pas de se demander s'il faut qu'on présente la foi chrétienne comme étant désirable ou non, puisqu'elle l'est par elle-même, par le message qu'elle porte, c'est-à-dire qu'elle nous promet la vie éternelle. Donc, qu'y a-t-il de plus désirable ? Mais je voudrais simplement citer une formule de Blaise Pascal qui me semble assez marquante sur le devoir, la mission qui nous incombe aujourd'hui, puisque nous avons la chance inestimable d'avoir la foi, d'avoir reçu cette grâce qui a transformé notre vie. Et Pascal, dans son projet, on a dit d'apologie, même s'il n'emploie pas le mot, mais en tout cas le projet qui était le sien à l'heure où il prenait les notes qui sont devenues les pensées, mais il est mort avant d'avoir mis le livre en forme, vous le savez. Il résume l'essentiel, le cœur de son entreprise en disant « Il faudra montrer que notre religion est aimable et vénérable, aimable parce qu'elle promet le vrai bien. » Vous voyez, c'est précisément ça en fait. Pourquoi est-ce que c'est aimable le christianisme ? Parce que ça répond au grand désir de l'homme, qui est le bonheur, l'amour et la vie éternelle. Et vénérable parce qu'elle n'est point contraire à la raison. Et ça, c'est aussi le trésor de l'Église, que d'être capable de faire dialoguer la foi et la raison pour rassurer ceux et celles qui ne connaissent pas encore le mystère que nous présentons et auquel nous croyons, les rassurer en leur disant que bien des philosophes, bien des scientifiques sont passés par là et aussi ont été capables de reconnaître la grande solidité d'un point de vue rationnel de ce que nous présentons, de ce que nous offrons au monde. Éloge de Blaise Pascal, foi et raison. Et puis aussi peut-être tous ceux qui ne connaissent pas la foi peuvent se trouver dans l'enseignement catholique dont on va parler pendant quelques minutes, puisque c'est l'un des sujets que nous avons sélectionnés à la suite d'un rapport qui étrille le financement public de l'enseignement privé sous contrat, majoritairement catholique, même si ce n'est pas exclusif, et qui propose même des sanctions en cas de manquement. Un rapport signé des députés LFI Paul Vannier et Renaissance, Christophe Weisberg, qui a fait parler de lui parce qu'il met en cause un certain nombre d'organismes, près de 60 organismes, administrations, collectivités, réseaux d'établissements, enseignants, pour évaluer donc les financements publics alloués à ces établissements d'enseignement privé qui scolarisent 17% des élèves en France, 2 millions de personnes, et sont financés à minima à 75% par la puissance publique. Alors s'agit-il d'une anomalie que l'on découvre comme ça ou que l'on fait semblant de découvrir ? S'agit-il de rallumer un conflit entre le public et le privé ou souligner des inégalités ? On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Elisabeth Geffroy. Oui, alors déjà, il faut quand même rappeler certaines évidences. Le financement, en tout cas l'enseignement privé, n'est pas pour l'État un puissant fonds ou une dépense inconsidérée. C'est une économie. C'est-à-dire qu'un élève du public coûte en moyenne par an 10 000 euros contribuables, un élève du privé en coûte 5 000. Et la seule existence de l'école privée à côté de l'existence de l'école publique fait économiser 10 milliards par an à l'État. C'est 17% du budget de l'éducation nationale. C'est simplement pour se remettre les chiffres en tête. Et pourquoi ? Parce que le modèle financier des écoles privées est un peu plus vertueux et que les parents contribuent. Donc, l'un dans l'autre, cette école privée est évidemment, quand on regarde les chiffres, une économie pour l'État. Donc déjà, il faut quand même faire démarrer le débat sur des bases factuelles un peu plus saines. Ensuite, pour moi, il y a quand même un tour de passe-passe et un effet de diversion de la part de ces députés et un piège dans lequel je ne veux pas tomber. Pourquoi est-ce qu'ils essayent d'attirer notre attention comme ça sur l'école privée ? Parce que l'école publique est au plus mal. Et même pire que ça, ce sont ceux qui sont responsables du naufrage de l'école publique qui viennent nous parler de l'école privée. On est vraiment ravis de recevoir leurs leçons et leurs conseils. C'est quand même assez ironique. Et le ressort là-dessus est quand même assez connu. Plus vous vous noyez et plus votre propre bateau coule, plus vous en voulez et plus vous combattez férocement celui qui essaye de tenir encore la tête hors de l'eau. Donc
là-dessus, et d'ailleurs, je trouve que quand on voit le détail du rapport, l'idéologie qui transparaît dedans, les mesures proposées, les constats, on voit à quel point c'est vraiment un écran de fumée. Parce que ce qu'ils veulent nous expliquer, c'est que la seule cause explicative du succès du privé, c'est l'argent des parents. Tout simplement. Il y a une sélection par l'argent, ce sont des milieux plus favorisés. La totalité de la réussite du privé s'expliquerait par là. Donc toute l'idéologie par laquelle ils ont torpillé le beau navire de l'éducation nationale, oubliée, ça n'existe pas. L'idéologie bourdieusienne qui leur a fait abandonner l'idée même de transmission du savoir, parce que le savoir serait l'instrument de la reproduction sociale, rien à voir avec le problème. L'abandon de l'autorité et du refus de faire une différence entre le monde des adultes, le monde de l'enfant, de punir l'enfant, de lui mettre des limites, oublier, rien à voir avec le problème. Le refus d'une exigence de niveau, de pédagogie classique, rien à voir avec le problème, et ainsi de suite. Donc, ils nous ont coulé un magnifique bateau. Je suis désolée, je le dis un peu de façon franche, mais ils nous ont coulé un magnifique bateau et ils viennent encore nous donner des leçons. Il y a un toupet dans cette attitude qui, franchement, me laisse un peu pantoise. Et là-dessus, je pense qu'il est important pour nous de broncher, enfin plutôt de ne pas laisser s'accumuler ces rapports sans broncher. C'est un simple rapport d'information pour l'instant. C'est pas un projet de loi ni rien, donc il faut aussi remettre les choses à leur place. Mais en tout cas, il faut quand même réagir parce que je pense que pour nous, l'enjeu, il est vital. Il faut que puisse exister, à côté de cette éducation nationale qu'on a malheureusement laissée entre leurs mains, des écoles et des lieux dans lesquels certaines mentalités ou certaines idéologies de notre monde ne pénètrent pas, ou en tout cas pas complètement. Je vous donne des petits exemples. Moi, mon enfant, je veux qu'il soit éduqué et instruit dans une école où la différence entre l'homme et la femme ne soit pas brouillée et on ne lui demande pas d'explorer la fluidité de son genre. Je veux qu'on lui inculque des savoirs avant d'essayer de développer son esprit critique. Pour la Nef, on interviewait Alain Finkielkraut il y a quelques semaines et on le faisait parler sur l'école. Il nous disait on nous bassine à tous les âges de la vie avec l'esprit critique, alors que ce n'est pas le sujet. Il nous dit quand on présente à un élève Polyeucte, Andromaque ou la République de Platon, son esprit critique, on s'en fiche, ce n'est même plus le sujet. Et s'il ose critiquer cette œuvre, disait Alain Finkielkraut, en fait, c'est qu'il est trop sûr de lui et qu'il faut lui ouvrir les yeux. Donc là aussi, il faut remettre les choses à leur place. Je veux une école dans laquelle l'autorité soit là, dans laquelle on apprend que le travail est noble, courageux, qu'il paie, etc. Ça n'est pas remis en cause Donc, quand même aujourd'hui, ça. Non, mais en fait, de coup de boutoir en coup de boutoir, on se demande quand même où ils veulent aller. LFI, on ne se demande pas exactement où ils veulent aller, on sait où ils veulent aller. Ils veulent tout simplement que l'école privée n'existe plus. Là, ils y vont par les petits pas et les petites mesures, mais en réalité, c'est quand même leur objectif final. Et donc, nous, c'est quand même bon de ne pas être naïf face à ça et de savoir réagir, parce que je pense qu'on a, pour l'instant, malheureusement, ou heureusement, besoin de cette école-là. Jean-Benoît Poul, partagez le point de vue d'Elisabeth. Vous avez le droit de débattre. Je vais peut-être vous surprendre, mais pas totalement. Et enfin, évidemment, je ne suis pas pour la disparition du privé, mais voilà, j'aimerais. Je pense qu'il y a quelque chose de très noble dans la défense de l'école publique, pas dans ce rapport, hein, je vous rassure tout de suite, mais voilà, si vous me demandez d'où tu parles, camarade, moi, en fait, je ne suis jamais passé par l'école privée et je témoigne de quelque chose qui a peut-être un peu disparu, mais c'est qu'il existe aussi, même en province, etc., du bon public. Voilà. Après, je suis le défenseur en fait de la complémentarité de tout ça. Je pense que les besoins sont tels, la déchéance éducative, la déshérence est telle en fait qu'il y a de la place pour un public revalorisé, pour un privé sous contrat d'association avec l'État, et même pour des écoles privées hors contrat, dont on va peut-être parler dans un instant. En fait, je trouve que d'un point de vue historique, nous sommes un peu à la fin d'un cycle, le cycle qui avait été ouvert, enfin plutôt qui avait refermé la guerre scolaire en 84 avec le fameux échec de la loi Savary qui tentait de créer un grand service public unifié de l'éducation. Et on a oublié en fait à quel point, je parle, nous sommes tous les trois nés après 1984, mais on a oublié en fait la virulence de la guerre scolaire qui faisait rage, comme on disait, entre les deux France, entre celle plutôt de tradition catholique de l'Ouest et la laïque, comme on disait, la communale, l'école de la République, et la virulence de ces débats qui sont poursuivis bien après en fait les lois Ferry. C'était un serpent de mer en fait de la gauche et de la droite. Un match bien français. Plus que les impôts, jusqu'en 84. Et je trouve que cette attitude, alors peut-être plus justement du rapporteur LFI, de vouloir
rouvrir l'arrière scolaire pour satisfaire ces vieilles troupes blanchies sous les harnais n'est pas très raisonnable au fond. Parce qu'on Mais est-ce que... s'imagine... Moi, je vous pose Voilà. une question très simple, parce qu'il dit la dépense publique consacrée aux établissements privés, dont 95% sont catholiques, est en tout état de cause sous-estimée. L'idée, c'est de dire que le public, l'argent de l'État, finance en fait une institution privée. Et donc, on retombe sur le slogan école privée, argent privé, école publique, argent public. Donc, pas d'argent public pour l'école privée. C'est ça le C'est à message. l'apparence de la rationalité, mais là je suis quand même tout à fait d'accord avec Elisabeth. En fait, non, il n'y a pas de pactole caché, de fameux magots cachés, tiroirs caisses qu'on suffirait de forcer pour que l'argent public, le magot du privé ruisselle sur l'argent public. Généralement, en plus, ce sont des gens qui ne croient pas à la théorie du ruissellement, donc je ne vois pas pourquoi là ils se mettraient à y croire tout d'un coup. Mais bon, oui, non, il y a beaucoup je pense, de méconnaissances et je dirais de part et d'autre. De fantasmes. part et d'autre, de fantasmes. Aussi parfois de fantasmes sur la déshérence du public. Bon, je pense que l'état de l'école est grave, soyons clairs. Et en fait, voilà, je pense qu'il y a de la place dans notre système français pour une amélioration des systèmes privés ou publics à tous les niveaux. Mais à mon avis, voilà, si ce rapport se contente en fait de mettre ce qu'il préconise, c'est-à-dire de meilleurs contrôles Oui. face au privé, ou de l'affectation de l'argent du privé, je veux dire, c'est dans la loi, je ne vois pas qui pourrait s'y opposer. Mais s'il s'agit en fait de remettre subrepticement dans le privé ce qui a fait le succès, c'est-à-dire le lamentable échec du public, non, 100 fois non, 100 fois non. Jean de Sachon. Je pense effectivement, en tout cas pour reprendre l'une des choses que disait Elisabeth tout à l'heure, il existe malheureusement dans certains esprits sectaires une haine du privé qui est en réalité parfaitement idéologique et que ceux qui en sont animés essayent de justifier, essayent de faire tenir sur une base convaincante, c'est-à-dire partageable par tous, rationnelle, chiffrée. Néanmoins, en réalité, ce discours est intenable. Il suffit de voir, par exemple, que l'enseignement privé, pour une large part, est celui aussi qui fournit à l'État une partie importante de ses contingents les plus brillants. Quelle proportion des élèves qui entrent chaque année à l'école polytechnique viennent simplement de Ginette ou de Stan? C'est quand même aussi, il me semble que c'est une marque incontestable du fait que cet enseignement privé ne prépare pas à autre chose que ce à quoi l'engage la République, mais précisément à préparer du mieux possible, à travailler du mieux possible les programmes scolaires qui sont ceux déterminés par la République. L'enseignement privé n'a pas son contre-programme. Sans ça, tous les élèves qui sortent du privé échoueraient à Polytechnique, vous voyez. Donc, il y a quand même quelques éléments. Donc là, il y a un malentendu, oui. Il y a un mensonge. Moi, j'ai aussi un exemple qui m'a énormément frappé. Vous voyez, comme je travaille à l'Institut catholique de Paris, nous sommes un monstre privé haïssable. Il y a 2 ans, nous avons mis en place un système d'accessibilité académique et sociale à destination de lycéens de milieux très défavorisés, c'est-à-dire de lycées REP+. Et donc, nous proposons à des élèves, je vais passer vite, mais de première, de terminale, d'accéder à un programme qui les aide au jour de leur bac à avoir le niveau, non pas simplement pour avoir leur bac, c'est pas très difficile, mais pour accéder à l'enseignement supérieur, pour pas débarquer en licence et avoir 5 ans de retard. Et donc, ce sont des cours de culture générale, d'expression orale, de rédaction, et puis aussi d'aisance dans un milieu qui est autre que le leur, parce qu'il y a aussi une forte ghettoisation dans ces milieux-là, Par les codes malheureusement. culturels. Pas seulement chez les riches, même si la ghettoisation des riches existe, hein, ne l'oublions pas, et ce serait un mensonge de le nier également. Si vous voulez, il y a des... Moi, je m'en suis toujours parmi. Il y a des proviseurs. C'est un programme entièrement privé. Aucune idéologie, je peux vous dire. On les emmène au Panthéon, on leur donne quelques grands cours d'histoire de France, on leur donne quelques conseils pour être à l'aise à l'oral. Puis moi, personnellement, je leur fais une journée de présentation de l'œuvre et de la vie d'Honoré de Balzac. Vous voyez, bon, c'est pas Joseph de Maistre. Il y a des proviseurs parisiens ou de proches banlieues
qui ont refusé notre proposition, qui ont refusé même de faire la proposition à leurs élèves, de pouvoir avoir la chance incroyable de participer à ce programme gratuitement, ils ont dit, c'est impossible devant mon conseil d'administration, vous êtes du privé, je ne peux pas. C'est-à-dire que cette haine du privé conduit à refuser certains élèves qui auraient pu trouver là une chance de s'en sortir, de les laisser au pied du mur parce qu'on ne pactise pas avec le monstre privé. Voilà un exemple Ça existe. de trappe sociale en fait. On n'hésite Absolument. pas. Alors Et puis- on peut avoir des initiatives, d'où qu'elles viennent, qui permettent aux gens de s'en sortir. Elisabeth, dernière réflexion très rapide. Oui, non, mais simplement pour dire qu'à cet égard, justement, moi, je ne suis pas du tout en désaccord avec vous, Jean-Benoît. Je pense la complémentarité des deux systèmes et dans l'immédiat actuel, de toute façon, la nécessité des deux écoles. Donc le but pour le bien commun, pour le bien de chaque enfant, c'est évidemment que les deux se portent le mieux possible. Moi, d'ailleurs, je suis une prof du public. Je suis très attachée à ce système-là. C'est mon monde en ce sens-là. Et je ne veux qu'une seule chose, c'est relever cette éducation nationale qui, honnêtement, est à terre. Et simplement, je trouve que là-dessus, en termes de méthodologie, on pourrait, puisque le privé semble mieux marcher pour l'instant, et à mon avis, pas que pour des questions d'argent, et d'ailleurs, on voit que leurs moyens sont moindres, on pourrait s'inspirer de certaines choses qui marchent chez eux plutôt que de chercher à les torpiller à leur tour. Aller dans le même sens en fait, avoir des regards un peu convergents Tout à sur fait. l'état de l'enseignement. Ça va être la morale de notre discussion. Le tribunal civil de Lorient a condamné la communauté des Dominicaines du Saint-Esprit ainsi que le cardinal canadien Marc Ouellette et 2 visiteurs apostoliques, donc des enquêteurs du Vatican, pour le renvoi d'une religieuse, un renvoi sans motif après 34 ans dans cette congrégation. L'affaire n'est pas récente, c'est Sœur Marie Ferréol, elle a 57 ans, elle a été renvoyée en octobre 2020 de sa communauté située à Bernay, près de Lorient, après une visite du cardinal canadien Marc Ouellette. Alors le dossier est évidemment complexe, on ne peut pas le résumer en quelques minutes, mais il y a eu une étape judiciaire hier qui s'est traduite par essentiellement la condamnation du cardinal canadien Marc Ouellette, ce qui est quand même important, et puis des visiteurs apostoliques qui posent la question de savoir comment le droit de l'Église, si le droit de l'Église respecte les droits de la défense, en fait, par exemple, dans une histoire quand même grave d'exclostration jugée sans motif en pleine nuit, donc après 34 ans de vie au sein de sa communauté. Elle vivait depuis lors du seul RSA, et elle a quand même touché des dommages et intérêts, si je puis dire, à peu près aux alentours de 230 000 €. Alors l'affaire est encore en cours, il y a des appels qui ont été prononcés, donc elle n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire comprendre à notre public sur cette histoire? Jean de Saint-Chéron, Jean-Benoît Poul et Elisabeth Geffroy. Jean. Alors, ce qu'on peut comprendre du fond de cette affaire, pour le moment, rien, parce qu'on ne connaît pas le fond de cette affaire. Ce qui est absolument terrible, c'est qu'effectivement, En dépit de tous les articles de presse. personne, mais y compris les juges, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fini par condamner les visiteurs apostoliques et le cardinal Ouellette, et la communauté des Dominicains du Saint-Esprit, c'est que, et ça c'est quand même surprenant, la congrégation n'a pas été capable de rendre compte des motifs sur lesquels elle s'est fondée pour demander à l'Église d'exclaustrer cette religieuse. Alors, des choses ont fuité, vaguement des bruits de couloir, des questions d'emprise. Alors, je sais que l'un des visiteurs apostoliques avait par exemple précisé il y a 2 ans qu'il ne s'agissait pas de problèmes d'ordre sexuel, par exemple, parce que forcément, Oui, on quand a ça la touche à certitude que l'Église, ce ne sont pas tout ces de questions-là. suite, on en vient à se dire que ça doit nécessairement être ça, surtout si on n'en parle pas. Bon, on nous a dit que non. Donc, d'une certaine manière, je n'ai rien à dire sur le fond, mais personne n'a rien à dire sur le fond. En revanche, moi, je suis assez rassuré, en réalité, par cette décision de justice, et je ne fais pas partie de ceux qui, depuis 2 jours, poussent des cris d'orfraie en disant « mais c'est invraisemblable que la justice civile prétende connaître d'une discipline interne à l'Église qui est une société parfaite ». En réalité, au sens juridique du terme, pardon. En réalité, moi, je suis assez rassuré que la justice civile de mon pays soit capable de protéger ses citoyens quand on leur retire du jour au lendemain leurs moyens de subsistance. La même chose se produit pour des squatteurs, parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, on peut pas sortir quelqu'un de la protection d'un toit et d'une vague solution qu'il a trouvée pour subvenir à ses besoins en faisant chauffer une gamelle, du jour au lendemain, sans l'accompagner, l'aider et de donner un sens aux gestes que l'on fait. Là, évidemment, je ne compare pas du tout la vie monastique
à celle des squatteurs. Mais vous voyez que en revanche, il est normal, me semble-t-il, en droit français, qu'une atteinte portée aux conditions d'existence de quelqu'un ne puisse pas être reconnue comme relevant simplement de la discipline privée d'une institution. Elisabeth Geffroy. Là-dessus, même ce que vous dites, Jean, est assez paradoxal, parce que vous vous dites rassuré, mais comme vous dites, on ne connaît rien au dossier. Moi, la première, j'ai lu des pages et des pages du Monde, j'ai lu les 18 pages de Goliath, j'ai parlé à des sources proches de l'affaire, comme on dit, quelques tuyaux d'initiés, etc. J'ai essayé de beaucoup m'informer sur cette affaire. J'en ai une conclusion très philosophique qui m'a inspirée par Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et donc, j'en sais tellement rien que je ne peux même pas dire que je suis rassurée par cette décision de justice. Je ne vois pas comment on pourrait tenir les deux bouts. Et même sur les conditions d'existence, on n'a pas laissé cette mère toute seule dans la nature. En l'occurrence, les dominicaines, elle était accueillie chez les moines de Solesmes, puis de Randal. On ne parle pas d'une personne qui s'est retrouvée du jour au lendemain sur un quai parisien à se demander où elle allait passer la nuit. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Et je n'ai même pas tous les tenants et aboutissants. Simplement, là, le parallèle avec les squatteurs, je sais que vous ne le tenez pas jusqu'au bout, mais il me semble quand même vraiment très, très problématique. Ensuite, la communauté n'a pas pu fournir assez d'éléments, mais parce que beaucoup des éléments semblent être fondés sur le rapport de la visite apostolique qui, en droit canonique, et de secret pontifical. Et tous les entretiens qu'ont passé les visiteurs apostoliques avec les religieuses de la communauté, notamment pour essayer de comprendre la situation, se sont faits sous la condition exclusive du secret et du fait que ce reste très confidentiel. Donc c'est peut-être aussi par fidélité à ce principe de droit canon-là qu'ils ont refusé de dévoiler le rapport. Je n'en dis pas plus parce que, encore une fois, on n'en sait rien. L'avocat des visiteurs a dit que le droit n'obligeait pas en fait à fournir à la justice française le contenu de l'enquête ecclésiastique. Mais la magistrate s'est étonnée du côté donc de la justice civile qu'aucune preuve n'ait été apportée par l'association pour prouver que la radiation avait été réalisée dans le respect des statuts et avait obtenu l'approbation du pape. Ce qui est étonnant, c'est que la justice civile se demande si l'exclustration a obtenu le sceau du pape. Mais c'est ça qui est pas. étonnant dans cette affaire, c'est le mélange des genres. On a un tribunal civil qui rentre dans les considérations du droit canonique. Exactement. C'est assez surprenant. Et c'est ce qui rend la chose aussi intéressante. Mais par ailleurs, il y a quand même aussi, il faut le souligner, je pense, un problème dans le traitement médiatique de cette affaire qui est qu'on en parle beaucoup alors qu'on n'en sait rien et qu'il y a une seule partie qui parle. Parce que Mère Marie Ferréol et ses avocates parlent énormément aux journalistes et à la presse. Et c'est vraiment leur stratégie de communication. Et d'un autre côté, les dominicaines du Saint-Esprit et les visiteurs et le cardinal ne disent pas un mot. On a vraiment les deux stratégies radicalement inverses. Donc, de toute façon, le traitement ne peut être que déséquilibré. Et en fait, ça pose une question, à mon avis, plus globale aux communautés religieuses, qui est que, à la fois, on voit que le fonctionnement en vase clos, en consigne de silence absolu, trouve assez vite ses limites, et notamment s'il y a des abus très forts. Pour qu'une personne une victime potentielle obtienne réparation, il faut bien qu'il y ait un minimum de publicité pour qu'au moins Rome ou la justice civile s'empare de l'affaire. Et en même temps, jusqu'où faut-il aller dans un certain niveau de transparence, dans une communication plus ouverte, plus discrète, plus franche, sachant que la vie communautaire, la vie religieuse est quand même intrinsèquement humble, discrète, cachée même. Et on peut se demander ici où est-ce qu'il faut placer le curseur et jusqu'où est-ce qu'elles doivent s'ouvrir à ces codes de transparence du monde moderne. Toute vérité n'est pas bonne à dire, toute vérité n'est pas due au grand public et en même temps, trop de linge sale en privé ne fait pas du bien. Je pense qu'en tout cas, ça pose une question beaucoup plus globale qui est que pour chaque communauté religieuse, il faut qu'ici qu'elle trouve son équilibre. Jean-Benoît Poul. Oui, moi je serais en fait un peu plus incisif et peut-être encore une fois avec un léger désaccord avec Elisabeth, très respectueux évidemment. Je trouve que, sans rien connaître bien sûr sur le fond, avec toutes les clauses d'usage, mais je trouve que dans n'importe quel système juridique, que ce soit le droit canonique, le droit pénal, notre droit civil, on ne traite pas quelqu'un comme ça. Et quel que soit, je trouve s'il y a eu mélange des genres et donc appel à la justice civile, les premiers à quand même l'avoir pratiqué et à avoir invoqué le secret pontifical un peu comme un manteau de Noé pour couvrir la chose, ce sont plutôt les personnes, les exclaustrateurs, si j'ose dire, exclaustratrices, pardon, de Mère Marie Ferréol. Et je trouve dans cette affaire, encore une fois, je ne connais pas les tenants et aboutissants, et dans certains cas, je ne veux pas les connaître, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'hallucinant à agir encore comme ça, au moment même où l'Église fait
d'ailleurs parfois à juste titre, repentance pour les abus passés, où elle est dans une phase énorme d'introspection sur son propre cléricalisme, sur ses abus de pouvoir, sur toutes les questions, d'ailleurs dans les secteurs à la fois progressistes ou conservateurs de l'Église. Quel est ce lien au fond entre pouvoir et sacré? Est-ce qu'il est pervers? Qu'est-ce qui a des fondements dans l'écriture et dans la tradition? Qu'est-ce qui se fait vraiment? Et très bien, mais alors... Attention au nom des abus du passé, comment dire, tout occupé à nous battre la coulpe sur les abus du passé, faisons très attention aux abus du présent, et ça... Et on restera sur ces considérations. Merci. C'est tout le problème. Merci beaucoup à tous les trois. Je vois que le débat, on aurait peut-être dû mettre ce sujet un petit peu avant. Merci à tous les trois. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Jean-Benoît Poul, Jean de Saint-Chéron, Elisabeth Geffroy. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end.